Bonjour et bienvenue à cette troisième édition d'Envision Education. L'événement que nous organisons est doué avec les amis de l'ADTEM, Academ, pardon, et la FNEJ. Aujourd'hui, nous allons parler de compétences et acquis, comment aligner les attentes de France Compétences et le pilotage des programmes. L'approche par les compétences est essentielle dans la construction des maquettes pédagogiques et les agences d'accréditation nationale et internationale y accordent tout un intérêt particulier. Elle va devenir incontournable puisque le régulateur va faire de cette approche une condition d'éligibilité à l'accès au financement des contrats en alternance pour les titres enregistrés de droit ou sur demande. France Compétences impose la décomposition des formations en blocs de compétences, ce qui permet d'aligner les enseignements français avec les exigences du European Center for Development of Vocational Training. Cette accélération offre une opportunité de reconsidérer les construits pédagogiques et de décloisonner la gestion des programmes. Elle changera aussi rapidement la manière de concevoir et réaliser les évaluations. Comment rendre cette approche effective pour les étudiants? Comment engager la faculté vers ces changements? Quelles opportunités cela ouvre-t-il? Quels sont les risques associés? Ce sont quelques-unes des questions que nous allons traiter avec trois intervenants. Charlotte Fillol, qui est du groupe INSEC, Éric Parlebas, expert chez Edoué, et Virginie Hirsch de RIMA One. Merci à tous trois d'être là. Je vais déjà vous demander un peu de vous présenter. On va le faire dans l'ordre où je suis passé. Donc, Charlotte, vous venez de rejoindre le groupe INSEC. Exact. Bonjour à tous. Je viens de rejoindre le groupe INSEC en tant que directrice de la transformation pédagogique. Avant cela, j'étais enseignant-chercheur pendant 10 ans à l'Université Paris-Dauphine. J'étais directrice des affaires internationales, des accréditations. Et après, j'étais Chief Education Officer chez Open Classrooms. Et donc, la notion de compétence est essentielle à la fois pour les étudiants pour lesquels c'est leur attente d'être employables et aussi pour les entreprises, d'où mon plaisir d'être là aujourd'hui parmi vous. Merci. Éric, vous avez dirigé des écoles d'ingénieurs. Vous êtes un expert depuis de longues années pour la CGE et pour Edway. Oui, c'est vrai. Merci Olivier. Bonjour à tous. Donc, moi, j'ai la particularité d'avoir commencé ma carrière dans l'industrie aéronautique, ce qui m'a donné une vision, on va dire, neutre vis-à-vis de l'enseignement supérieur, que j'ai rejoint en deuxième partie de carrière. J'ai dirigé effectivement les STACA, les FRAE et les CIGETEL, pour ceux à qui ces acronymes parlent. Depuis 5 ans, Olivier, pas depuis bien longtemps, je me suis effectivement spécialisé sur les registres nationaux, France Compétences aujourd'hui. Et on va le voir, et il est intéressant de voir combien cette approche par les compétences aujourd'hui percole dans le système d'enseignement supérieur et de la recherche. Merci. Et Virginie, donc, pour Oui. Academ. Oui, bonjour. Moi, je suis la directrice générale de RIMA One, qui a une solution Academ qui accompagne les établissements d'enseignement supérieur dans le monde autour des processus métiers. Moi, j'ai fait toute ma carrière dans le digital, dans différents secteurs. Ça fait 10 ans que je me suis pris de passion pour l'enseignement supérieur. Et c'est vrai que le sujet de la transformation et l'approche par compétences, c'est un sujet qu'on suit depuis 10 ans, que l'on outille au travers d'une solution pour aider justement les établissements d'enseignement supérieur à franchir ce pas qui est une très belle transformation complexe, on le verra dans nos échanges, mais qui a une vocation autour de la professionnalisation de l'étudiant et de l'insertion professionnelle. Et je pense que l'insertion professionnelle, c'est un sujet qui parle à tout le monde dans ces temps un peu compliqués. Voilà, donc on est là pour 45 minutes à peu près. Vous pouvez, vous qui êtes connectés, vous poser des questions. Donc, on les voit dans un petit écran et on va essayer d'y répondre aussi. Mais je vais commencer le débat. Alors, déjà, là, une question à vous trois. Aujourd'hui, on en est où de l'approche compétence en France? Est-ce qu'on est en avance, en retard? Enfin, ça fait très longtemps que j'en entends parler. J'ai l'impression qu'il y a des solutions différentes selon les univers. Vous pouvez nous faire un petit point en quelques minutes? Virginie, vous commencez? Oh, écoutez, avec plaisir. Nous, ça fait 10 ans qu'on suit ce sujet qui est parti de Europe 2020. Europe 2020 qui appuie sur tous les grands projets de transformation de l'Europe et qui, le premier, a commencé, suite au processus de Bologne, à dire il faut professionnaliser le parcours de l'étudiant, il faut une évaluation, transfert des connaissances, des compétences, des acquis, des comportements et des compétences comportementales. Et on a cessé
cessé de rencontrer des écoles autour de ce sujet-là. Notre constat, il est qu'il y a énormément d'écoles qui sont sur cette démarche. Elle est complexe parce qu'elle suppose une transformation de l'approche des programmes, puisqu'on n'est plus dans une verticalité d'évaluation, mais bien dans une transversalité d'évaluation. Donc, effectivement, revoir par quels critères on évalue des objectifs d'apprentissage pour permettre l'acquisition de compétences aux étudiants. Voilà, ça, c'est la grande complexité. Nous, on l'accompagne sur une solution pour aider cette collaboration des parties, les enseignants, la direction pédagogique, la direction des études, la direction tout court de l'établissement. Mais ça fait vraiment 10 ans que c'est en route et nous, on a de très beaux projets engagés avec pas mal d'écoles en France et à l'international. Moi, j'ai un regard international sur le sujet et je trouve que les initiatives de cette transformation, elles sont vraiment partout. Et en France, l'ACTI accompagne bien cette transformation aussi, mais les accréditeurs internationaux sont très impliqués sur ce sujet et donc les écoles sont toutes à l'écoute ou déjà engagées dans cette transformation aujourd'hui pour nous. Donc, un processus bien engagé selon vous. Charlotte, vous aussi, vous considérez que ça va en France, on est vraiment bien avancé sur l'approche compétences ou alors que, bon, il y a encore énormément de choses à faire? Alors, ça dépend si on parle des écoles ou des organismes de formation, mais globalement, il y a plusieurs sujets. Mais effectivement, on a avancé. Enfin, je suis d'accord avec le fait que ça fait une dizaine d'années que c'est poussé, notamment par l'Europe. Ça existe aussi aux États-Unis où vous avez des accréditeurs pour des approches compétences. Donc, on avance dans ce sens-là. On avance en France à un rythme qui est pas si rapide que ça, je pense. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de déclaratifs. Il y a une vraie volonté maintenant de France Compétences. Et je crois que cette nouvelle régulation va vraiment impulser des changements qui sont en cours, mais qui sont plus encore cosmétiques que réels, au sens où des vrais parcours, des vrais programmes totalement pensés en compétences, dans la logique que veut France Compétences, on n'y est pas encore tout à fait. Et je pense qu'on a encore quelques années avant que tout le système, entre guillemets, ait basculé vers une approche compétences. Justement, Eric, alors France Compétences, voilà, c'était le sujet qu'on mettait en avant, l'approche de France Compétences. Qu'est-ce que demande exactement France Compétences? France Compétences nous fait basculer dans une nouvelle ère qui est le savoir agir. C'est-à-dire que il suffit plus de savoir, mais il faut pouvoir mettre en action son savoir avec un but opérationnel et professionnel. Donc, c'est ça la grande révolution pour moi. Est-ce que les écoles y sont préparées? Il y en a qui ont des degrés de maturité très différents, mais on observe une convergence. Et on n'appelle pas forcément toujours les mêmes concepts par les mêmes mots, mais que ce soit sur les accréditeurs internationaux, quand on parle de learning outcome, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe après le learning, qu'est-ce qu'on en retient pour agir, et la compétence, on est bien dans le même type d'approche. Donc, il y a une convergence. Les écoles, certaines sont très avancées. Elles pratiquaient la compétence sans forcément le savoir et le formaliser de manière plus implicite qu'explicite. Et moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs qui sont aujourd'hui engagés et qui ont compris une chose fondamentale, c'est qu'à partir du même programme, de la même formation, on pouvait dériver une vision formative et une autre plus par compétence. Et que les deux n'étaient pas antinomiques, bien au contraire, mais qu'elles se rejoignaient. Et on va voir comment est-ce que ça se rejoint. Alors justement, est-ce que c'est une question qui se pose d'abord quand on fait de la formation continue? Enfin, j'ai l'impression que c'est quand même à la base déjà une question qui se pose en formation tout au long de la vie. Ou est-ce que c'est vraiment aussi une question qui se pose en formation initiale? Alors, je ne sais pas qui peut répondre. Virginie, vous aviez évoqué ça. Alors, c'est vrai que nous, on est quand même beaucoup plus impliqués sur la formation initiale, de par le métier de RIMAWAN. Donc, on a commencé notre observation par la formation initiale, et c'est là où on a vu effectivement que la formation continue, peut-être par des parcours plus courts, avait plus de facilité peut-être à décrire cette approche par compétences, mais comme on le sait tous, formation continue, formation initiale, tous les établissements essayent d'avoir une offre sur ces deux sujets. Et donc, il y a forcément un transport de l'un vers l'autre qui se fait peut-être par maturation au sein de programmes plus courts et qui après, on va dire, se répand au travers de formations initiales, peut-être sur des cursus plus long, donc peut-être plus difficile à décrire en approche compétence, mais qui se fait petit à petit. Donc,
est-ce que la formation continue est plus représentée sur ces sujets? Moi, je ne saurais pas le dire. Je vais peut-être laisser d'autres personnes se présenter sur ce point-là. Charlotte? En fait, France Compétences, la logique compétence, c'est de partir d'un métier. Si vous regardez la CNCP, c'est de partir d'un métier. Donc, effectivement, naturellement, on se dit qu'en formation continue, c'est plus simple de se dire ce métier-là, chef de projet digital ou quel que soit le métier, voilà les compétences qu'il faut acquérir. Et donc, plus naturellement, la formation continue va vers la compétence. Quand on est en formation initiale et qu'on est sur un programme où on se prépare en 5 ans au management ou à être ingénieur sans aller viser un métier particulier, développer une approche compétence est un peu plus complexe. Donc, la formation continue, naturellement, va être amenée à aller beaucoup plus rapidement. Oui, alors ça, on voit que les deux univers se rapprochent de plus en plus. Et on a aussi un sentiment que dans les écoles d'ingénieurs, c'est quelque chose qui a été peut-être, je dirais pas plus pris au sérieux, mais a été plus avancé. Enfin, Eric, c'est un sentiment que vous avez aussi? Oui, clairement, mais déjà parce que dans les écoles d'ingénieurs, si on parle des modalités d'évaluation en fin de cursus ou en cours de cursus, on a toujours fait de l'approche par projet. Enfin, ça fait 15 ans qu'on fait de l'approche par projet. Or, le projet, c'est vraiment un endroit où on démontre que grâce au savoir qu'on a acquis, alors je rejoins Virginie, ce n'est pas que des savoirs, c'est aussi des savoirs comportementaux, soft skills comme on les appelle, c'est comment est-ce qu'on met tout ça en œuvre pour agir, pour livrer avec un objectif de coût, de délai et de qualité. Donc, les deux mondes se rejoignent. Olivier, le témoin de cela, c'est que pour pouvoir faire de l'apprentissage en formation initiale, les formations devront être découpées par blocs et avec une approche par compétences, devenir des certifications. Donc, pour moi, les deux mondes se rejoignent. La question qui peut être intéressante, c'est est-ce qu'ils doivent se rejoindre aussi sur les opérations? Est-ce qu'on va voir des groupements d'apprenants avec certains en formation continue, d'autres en formation initiale, avec des différences d'âge, de cursus, etc. Est-ce que ça enrichit? Est-ce que c'est possible? Ça, c'est une vraie question. Et alors, puis, ouais. La question ensuite qu'on se pose tous, c'est, on en parle depuis longtemps, là il semble que grâce à l'approche de France Compétences, ça aille vraiment rentrer dans les mœurs, mais pourquoi est-ce que c'est si compliqué? Je ne sais pas qui peut répondre, et quel est le processus efficace pour transformer, pour exprimer ces diplômes, ces formations en approche compétences. Alors, qui veut répondre à ça? Allez, Eric, vous continuez. Bien, effectivement, c'est la question de savoir comment est-ce que d'une approche facultaire, parce que ça, elle est historique, hein, toutes les universités, toutes les grandes écoles, a priori, ont des approches disciplinaires, savoir par savoir. Et là, comment engager le corps professoral pour sortir de cette logique, ou en tout cas en accepter une autre, par les compétences? Eh bien, je pense que les régulateurs internationaux et nationaux nous aident à faire cela, notamment à l'endroit du syllabus. C'est-à-dire que le syllabus qui décrit les enseignements, aujourd'hui, il doit être pensé aussi, non pas seulement en termes de contenu, mais en termes de résultats après le cursus. Qu'est-ce qu'on sait faire? Qu'est-ce qu'on est en capacité, encore une fois, hein, le savoir agir en fin de module de l'enseignant décrit dans le syllabus. Donc les enseignants, il faut les amener à cette logique, mais après, il faut que ce soit les programmes, à mon avis, qui prennent le relais. Parce que le programme, c'est lui qui a une vision plus globale et qui, justement, peut organiser, c'est vrai, je suis d'accord, c'est peut-être plus facile d'organiser par bloc de compétences avec des parcours courts, mais n'empêche qu'un cursus, c'est aussi une suite de parcours courts et de blocs de compétences. Ce n'est pas antinomique. Charlotte, ce travail, vous êtes en train de le faire dans le groupe INSEC. Comment vous commencez quand vous voyez un programme, un prof, quand vous voyez un diplôme, vous vous dites, voilà, tout de suite, ah, je vois les compétences. C'est quoi le processus? Alors, je ne me dis pas tout. Non, mais en fait, déjà, tous les blocs, en fait, tous les titres sont déjà déposés en bloc. De fait, hein, les blocs existent déjà. Donc, après, la question, c'est effectivement celle que souligne Eric, c'est-à-dire comment on travaille le cursus tel qu'il est fait aujourd'hui avec une logique faculté, donc qui a parfois la logique learning outcome, mais pas toujours. Déjà, ça, c'est une première étape. C'est est-ce qu'on a la logique effectivement de se dire on va vers des compétences, à quoi amène mon cours, qu'est-ce que ça me fait apprendre au-delà juste de connaissances, comment on passe à des compétences, à des savoirs, à des comportements, ça c'est la première étape. Puis après se pose la question derrière, c'est comment on repense potentiellement les cours, c'est-à-dire que pour l'instant ce sont des silos qui sont travaillés par des facultés comme chacun arrive avec son cours.
Comment on fait pour penser en transverse, pour rentrer dans les blocs de compétences qui, par essence, c'est ce que vous disiez tout à l'heure en introduction, introduisent de la transversalité, introduisent notamment des soft skills et des comportements. Donc, la question, c'est comment on fait pour réarchitecturer ces petites briques indépendantes qui sont gérées par des facultés, à penser, en learning outcomes, de façon après transverse. Et là, on voit qu'il y a une question sous-jacente, c'est bien sûr, c'est ce que soulignait Eric, c'est la logique à aider et encadrer les enseignants, qu'ils soient professeurs permanents ou pas, à comprendre cette logique-là et de voir l'intérêt qu'on y a tous à aller vers cette logique-là. Et c'est aussi se dire comment on fait pour penser de façon un peu plus transversale et transdisciplinaire, qui là aussi, en termes de faculté, n'est pas forcément l'approche naturelle. Donc, ce sont les deux risques principaux et à la fois les deux leviers principaux sur lesquels on essaye d'agir. Virginie, donc, c'est pas évident pour des professeurs qui ont toujours travaillé de manière disciplinaire de se dire, tiens, oui, mais là, il y a des compétences, il faut que je les mette en avant. Alors, sans paraphraser ce qui vient d'être dit effectivement déjà précédemment, oui, c'est compliqué. Enfin, je pense qu'on a tous fait des études, hein, on suit des cours, on est évalué par un enseignant. Bon, ces enseignants qui ont leur matière historique, qui ont l'habitude d'avoir des travaux pratiques, des travaux dirigés, des évaluations, on leur demande de faire un deuxième travail qui est de définir quels sont les objectifs d'apprentissage qu'ils peuvent retirer de leur cours et en quoi ces objectifs d'apprentissage sont associés aux compétences qu'on aura définies dans le programme. Donc, quelque part, on leur demande de faire deux types d'évaluations. Une qui va aller vers le bloc de compétences et une qui est plus l'évaluation traditionnelle. Donc effectivement, c'est un chemin compliqué. C'est vrai que si on regarde ce que voulait l'Europe au départ, c'était vraiment de remplacer cette évaluation par compétences complètement des évaluations traditionnelles. Je pense qu'il faut être beaucoup plus modéré avec cette, on va dire, opposition et se dire qu'il y a un chemin et qu'il y a un lien entre les évaluations qui sont faites traditionnellement et finalement ce qu'on cherche à faire ressortir de la compétence de l'étudiant. Elle existe déjà, cette information. Il faut juste arriver à la traduire en quelque chose de beaucoup plus explicite que juste une note sur un cours au travers d'un travail dirigé. Mais la matière, elle est là. Simplement, c'est le formalisme, la formalisation qui aujourd'hui est un chemin un petit peu difficile. Merci. Eric, on va revenir un peu au fonctionnement de France Compétences. Par rapport au fait d'entrer au RNCP, qu'est-ce qui change aujourd'hui pour entrer au RNCP par rapport au fonctionnement habituel, au fonctionnement qu'on connaissait depuis pas mal d'années avec l'approche compétences? Avec France Compétences ou avec l'approche compétences? Alors, avec France Compétences, dans l'approche compétences, on voit bien que les deux se mêlent, puisqu'effectivement, ça ne s'appelle pas France Compétences par hasard, j'imagine. Oui, non, bien sûr, mais je veux dire par là qu'il y a eu la CNCP jusqu'en 2019, donc voilà, il y a eu un avant, un après dans la doctrine. Moi, je trouve que le régulateur aujourd'hui est transparent, il est très sérieux au sens où il écrit sa doctrine, elle est évolutive, mais elle est écrite. Et on sent qu'il y a des moyens, il y a une volonté forte, elle vient de l'Europe, comme l'a signalé Virginie, et c'est vrai qu'en France, on sent cette volonté d'aller même jusqu'à l'un remplacer l'autre. Mais ça, aujourd'hui, c'est déjà dépassé. Je pense qu'aujourd'hui, chacun a conscience de l'apport d'un savoir pointu que l'on met en action. Et là, vraiment, on mêle les deux. Qu'est-ce qui a changé? Techniquement, France Compétences a un peu resserré les boulons, c'est-à-dire qu'ils ont demandé des pièces complémentaires qui doivent décrire comment on fonctionne, notamment au niveau de ces fameuses modalités d'évaluation. Comment est-ce qu'on peut attester qu'une personne détient une compétence? Ça, c'est la question fondamentale et ils ont beaucoup travaillé et avancé là-dessus par rapport à la CNCP. Et donc, aujourd'hui, on se trouve avec une doctrine qui est largement bien dimensionnée, à mon avis. Est-ce qu'il y a encore des... C'est la question, on va quand même se la poser. Est-ce qu'il y a des différences entre ce que l'on écrit dans le dossier et ce que l'on pratique dans la réalité? Sans doute, mais je suis persuadé pour ma part que le dossier peut influer la réalité. C'est-à-dire qu'il peut aussi forcer les écoles qui ne le faisaient pas jusque-là d'intégrer cette partie approche par les compétences, découper leur formation en blocs, éduquer leurs enseignants aux learning outcomes, etc.
Charlotte, même question. Maintenant, travailler avec France Compétences, est-ce que c'est différent de la SNCP et donc du RNCP, enfin qui existe toujours? Quelles évolutions vous voyez et comment s'adapter? Je suis complètement alignée avec ce que vient de dire Eric, c'est-à-dire qu'on avance vers une doctrine beaucoup plus formalisée, explicite, que ce soit sur les délais, sur les attendus, sur l'accompagnement. Donc, on a énormément d'éléments qui se sont clarifiés et qui se sont aussi densifiés, c'est-à-dire que les dossiers sont effectivement pas plus complexes, mais plus intenses, avec davantage de preuves à apporter sur effectivement un cadré en amont. Et comme le dit Eric, il y a le dossier. Donc déjà, le dossier est beaucoup plus dense et aussi la réalité qui est toujours un peu potentiellement différente, mais la réalité aussi des dossiers derrière qui est largement plus avancée qu'avant. Donc on va vers une professionnalisation globalement, hein, c'est peut-être le mot, de la démarche compétence, notamment parce qu'elle souhaite être généralisée. Donc, c'est a priori logique qu'on cherche à professionnaliser, encadrer et rendre transparent un process que l'on cherche à généraliser de façon globale. Mais aujourd'hui, France Compétences a les moyens de tout ça? Enfin, comment ça se passe? Est-ce qu'on est dans les temps? Est-ce qu'on prend du retard quand on rend un dossier? Je vous pose la question, je ne sais pas qui veut répondre, personne ne veut répondre. Écoute, il y a une vraie réponse à cela, une réponse écrite récente de France Compétences qui s'est engagée sur des délais avec des étapes, 4 étapes clairement décrites, et elle s'est engagée à 7 mois. 7 mois. C'est la première fois qu'on voit un engagement tel d'un régulateur. Et on sait par ailleurs qu'il y a beaucoup de dossiers qui arrivent beaucoup plus que par le passé. Ah oui, il y a beaucoup plus de dossiers. Obligation. C'est le passage obligatoire pour obtenir les financements. Et donc, on parle de formation continue, on parle aussi d'apprentissage. Donc là, pour le coup, l'enjeu est énorme parce que c'est aussi des enjeux de financement très importants. Bon, on ne va pas rentrer sur le débat est-ce que les financements sont assez importants ou pas assez importants. Mais quand on présente un cursus par apprentissage, c'est quand même, là, pour le coup, on est sur on est sur plusieurs années. Ce n'est pas comme une formation courte en formation continue. Donc, c'est beaucoup plus compliqué, j'imagine, de présenter tout un cursus. Non, Eric? Non. En fait, moi, je ne trouve pas. Ce qui est compliqué, c'est à un moment de faire la recollection entre les unités d'enseignement, puisqu'aujourd'hui, les maquettes pédagogiques sont présentées en unités d'enseignement, souvent thématisées de manière facultaire, hein, ça c'est très clair, et de faire le lien, c'est-à-dire les correspondances avec les blocs de compétences. Et pour ça, il y a des outils, il y a des, alors oui, il y a des outils et surtout il y a un carburant, c'est le jus de cerveau. C'est-à-dire que voilà, il faut avoir, mais Charlotte a dû faire l'exercice aussi plusieurs fois. Il faut vraiment se poser la question à quoi ça sert tout ça, quoi. Hein, mais la syntaxe imposée par le régulateur nous y aide, puisque nous sommes obligés d'exprimer une compétence par un verbe d'action pour faire quelque chose. Donc on est obligé de se projeter dans à quoi ça sert finalement. Charlotte, Virginie, je veux bien qu'on entre un peu plus dans le détail. Voilà. D'abord, il n'y a pas 500 000 compétences. Donc, on part sur combien de compétences au départ? Pour un titre ou pour un titre, en gros, c'est à peu près 4 blocs, c'est 20 compétences. 20 compétences. Virginie, vous êtes d'accord? À peu près 20 compétences? Bon, c'est ce qu'on observe. Disons que les initiatives qu'on a vues au départ étaient peut-être plus sur 8 compétences pour déjà initier le pas, parce qu'on parle de toute la complexité, de toute la chaîne qui va avec. Et c'est vrai que le régulateur, lui, pose un cadre, donc il faudra s'aligner avec ce cadre. Mais je pense qu'une fois que la démarche est comprise par les enseignants, par la direction des études, par la direction, je pense qu'après 5, 10, 20, c'est plus le sujet. C'est une fois que l'exercice est bien compris et bien adopté, alors là on voit que après tout le carburant est en place et donc après les réflexions elles vont dans le bon sens. Je pense que c'est les premiers pas qui sont complexes. Une compétence, je ne sais pas, comme, alors, tenez, celle qui n'existe peut-être pas encore, qui est de travailler à distance sur Zoom ou Teams. Ça, c'est une compétence qui peut être créée un jour. Je vous pose la question parce que ça semble être une compétence qui devient essentielle aujourd'hui. Charlotte, Eric, est-ce qu'on peut créer des compétences comme ça? Mais au contraire, il s'en crée chaque jour. Les dossiers qui parlent aujourd'hui d'intelligence artificielle, de cybersécurité et métiers émergents créent en permanence de nouvelles compétences.
Et voilà, c'est ça aussi qui est mis en place. C'est un système en mouvement. Évolutif, ouais. Oh, c'est pas Effectivement, figé, on hein, intègre Charlotte. les nouveaux métiers. Et d'ailleurs, Transcompétences travaille aussi là-dessus. Ils sortent chaque année des listes des nouveaux métiers, des métiers émergents. Et d'ailleurs, ils rendent l'attribution des titres sur ces métiers émergents, puisque justement, on ne les connaît pas encore parfaitement et que les compétences sont encore en mouvement. Ils intègrent plus facilement, on peut plus facilement avoir ces titres-là pour justement tester l'évolution des compétences. Donc, cette partie évolutive des compétences, pour le coup, c'est intégré dans la nouvelle doctrine, entre guillemets, de France Compétences. Et c'est très bien parce que c'est aussi les attendus des entreprises et ça permet aux écoles de proposer aussi des diplômes davantage en lien avec l'employabilité et les besoins des étudiants et des entreprises. Donc, c'est un processus évolutif. Il faut tout le temps penser à apporter. Enfin, bon, c'est logique, on fait évoluer les diplômes, des formations. Donc, on fait évaluer les compétences qui vont avec. Oui, donc, une fois qu'on a déposé son dossier, ce n'est pas fini pour l'éternité. Il faut penser au suivant. C'est tous les combien qu'on dépose son dossier? 3 ans ou 5 ans, selon la durée d'accréditation ou de certification que l'on a eue. Donc, Voilà. 3 ans, 5 ans. Donc, voilà. C'est un énorme processus à mettre en œuvre, en fait. Et par rapport au RNCP, c'est beaucoup plus long, compliqué, c'est ce que vous disiez, enfin, plus professionnel, évidemment, mais aussi plus long et compliqué. Donc, des nouvelles compétences dans les écoles. Enfin, Charlotte, vous êtes bien placée pour en parler. Effectivement, dans les écoles, je pense que c'est un travail que, comme on disait tout à l'heure, qui n'est pas mené depuis 5 minutes non plus, mais effectivement, il y a des besoins à la fois d'ingénieurs pédagogiques pour réussir à aller vers les compétences, aider les facultés, ce qu'on disait tout à l'heure, les professeurs à aller vers une logique compétence, mais on a aussi besoin de gens qui sont capables de déposer et de rédiger les dossiers, et on a besoin aussi de jus de cerveau, comme disait Eric, pour penser en compétences et faire un mapping entre les cours tels qu'ils sont faits aujourd'hui et l'architecture vers les compétences que l'on souhaite avoir pour demain. Donc, il y a différents types de métiers dont on a besoin pour aller dans cette approche-là, effectivement. Virginie, des nouveaux métiers qui apparaissent. En fait, qui est le responsable de cette approche dans une école, une université? Il y a un poste en particulier? Enfin, nous, on ne voit pas de poste en particulier qui se dégage. On voit surtout une grande collaboration entre les différentes parties. Ce qu'on voit souvent, c'est des écoles qui choisissent des programmes pilotes au sein duquel peut-être il y a un enjeu de description de ces nouveaux métiers et des compétences qui permettent d'aller vers ces nouveaux métiers et que donc la nouveauté de la formation fait aussi l'intérêt peut-être de tester cette nouvelle démarche, mais on voit bien que c'est une collaboration de nombreuses personnes et c'est ça qui est très intéressant aussi dans cette approche. Je pense que, je ne sais pas si le mot est adapté, mais ce projet-là, il l'amène à décloisonner les apprentissages. Là, on n'est plus du tout dans une approche par spécialité. D'ailleurs, on le voit au travers des différents programmes où vous avez souvent des mineurs, des majeurs, mais qu'est-ce que ça veut dire au fond des mineurs et des majeurs? Ça veut dire qu'au sein d'un même programme, un étudiant suit un parcours qui peut être légèrement différent de l'étudiant qui est à sa droite ou à sa gauche. Et donc, tout ça amène forcément à un résultat en termes de compétences qui est différent. Et donc, tout ça, la formalisation de tout ça, c'est finalement, ce qu'on disait au départ, c'est faire émerger le sens des formations qui sont à l'intérieur des formations et toute la grande qualité pédagogique qu'on met au sein d'un programme. Moi, je trouve que ça fait ressortir la multiplicité des qualités et des enseignements des différents programmes des écoles. Vraiment. Eric, en tant qu'expert, vous, quand vous arrivez dans une école, dans un établissement, un peu comme un forgeron qui va voir les sabots des chevaux pour voir un peu si tout va bien, vous avez tout de suite un diagnostic, vous dites tiens, là où est là, ils n'ont pas compris, là, voilà. Mais c'est vrai de vous apporter une compétence, encore une, qui est précieuse. Oui, merci pour cette image campagnarde, Olivier. Moi, ce que j'observe, c'est que, en fait, cette approche par compétence, quand on arrive quelque part, effectivement, elle permet à la fin du processus de peut-être repenser aussi la manière de produire les enseignements. Donc ça me paraît être une externalité intéressante à creuser, c'est-à-dire, est-ce que de faire des UE qui se chevauchent sur 2 ans de cursus, est-ce qu'on ne ferait pas mieux d'organiser notre production en termes de blocs de compétences qui permettraient d'avoir justement des séquences plus courtes? Et puis, le régulateur aussi nous invite à penser
équivalence à l'intérieur d'un même portefeuille. Bien entendu, le chef de programme A, il va faire à peu près les mêmes enseignements sur le chef de projetariat que le chef de programme 2, mais ils ne le savent pas forcément. Cette approche par compétences, elle permet, à mon sens, d'industrialiser finalement la production des enseignements, et c'est sans doute une externalité parmi les plus positives. Je voulais aussi parler des élèves. Qu'est-ce que ça produit sur eux? C'est quand même important qu'à la fin de leur cursus, ils aient une liste de tout ce qu'ils savent faire. Parce que face à un recruteur, plutôt que de dire qu'il a fait du scoutisme et que derrière, il a fait des échanges à l'étranger, ce qui finalement ne le distingue pas forcément beaucoup de son camarade, il peut énoncer, de par son parcours légèrement différencié, comme le soulignait Virginie dans certains cas, eh bien, il peut faire valoir un profil de compétences et en plus, ça parle à son recruteur parce que c'est le recruteur en entreprise, il parle de GPEC, il a la tête là-dedans tous les jours. Enfin, la gestion des compétences, c'est quand même quelque chose qui est complètement ancré dans les entreprises. Donc, moi, je trouve que ça, c'est une opportunité aussi, une externalité positive si on va jusqu'à la fin du processus. Après, pour répondre à la question, quand on arrive chez un client, bon, c'est vrai qu'il y a une réflexion à mener, mais on la mène avec lui. Et je pense qu'un bon dossier, c'est quand le client est bien engagé, lui aussi, vers cette démarche. Ce n'est pas possible de faire des dossiers papier. Ce n'est plus possible. Charlotte, justement, j'imagine, je vous pose la question, est-ce qu'il y a des livrets de compétences à l'INSET aujourd'hui? Comment ils sont délivrés? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a vu entrer dans les mœurs petit à petit, comme le soulignait Eric par le bas, de positiver tout cet apprentissage. Alors effectivement, c'est une démarche qu'on a en cours. On a certains pilotes dans des écoles où l'idée, c'est d'avoir un passeport de compétences plutôt que de délivrer un bulletin de notes, très simplement. On veut délivrer un passeport de compétences avec l'évaluation, l'acquisition plus ou moins grande, puisque c'est ça dont on parle, c'est bien l'évaluation d'un certain nombre de compétences. Donc ça, c'est une démarche qu'on a commencé sur certaines écoles, parce que dans le groupe INSEC, il y a un certain nombre d'écoles, et qu'on est en train effectivement de généraliser et d'industrialiser. Comme le disait Eric, de fait, l'approche compétences, quand on va sur un groupe, sur un ensemble d'écoles, on est sur une logique d'industrialisation et ce n'est pas un mot négatif, très loin de là. Eric le disait, c'est une externalité positive de se dire comment ensemble on travaille mieux pour avoir des apprentissages, des comportements différents auprès des étudiants. Donc ça, c'est un élément sur lequel on est en train de travailler actuellement à l'INSEC. Et ça ressemblera à quoi un livret de compétences? Enfin, ça ressemble à quoi un livret de compétences? Ça ressemble à un bulletin de notes, sauf qu'à la place de géographie, management, etc., on a capacité à communiquer à l'oral, à l'écrit, et on a un degré d'évaluation. Plutôt qu'avoir entre 0 et 10, on peut avoir acquis, très acquis, selon le vocabulaire qu'on choisit. Mais globalement, ça ressemble. En termes de papier ou de digital, ça ressemble. Pour autant, la logique, c'est ce qu'on se dit dans ces webinaires, je crois, c'est que la logique est complètement différente, à la fois du point de vue de l'apport auprès des entreprises qui, effectivement, veulent savoir non pas uniquement le diplôme de l'étudiant, mais quelles sont les compétences qu'ils ont acquises, mais qu'ils ont acquises en cours, mais qu'ils ont acquises aussi auprès de leurs pairs, mais qu'ils ont acquises aussi en entreprise. Ça, c'est un élément qu'on essaye de mettre en œuvre à l'INSEC, se dire j'ai fait un stage, très bien, mais quelles sont les compétences qui ont été acquises pendant ce stage, et donc d'intégrer les entreprises dans la délivrance de ce passeport compétences pour se dire quelles sont les compétences qu'ils ont vraiment acquises au-delà des cours. Donc, c'est globalement une logique dans laquelle on est actuellement. C'est très important, c'est de dire les compétences, on les acquiert tous les jours, partout, tout le temps. Exactement. Même si on ne s'en rend pas compte, on en acquiert, et effectivement mettre ça en avant. Alors j'ai une question, on dit que France Compétences veut que les financements soient par compétences et non par niveau titre. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est possible? Et qu'est-ce que cela changerait en pratique? Et qui me répond là-dessus? Alors, effectivement, je ne sais pas si c'est vrai au sens où, en tout cas, on sait que c'est la tendance du marché a priori, qui est de se dire, la logique, c'est de se dire maintenant tous les titres doivent être en bloc. Et donc, on entend parler, il y a une rumeur, sur l'idée de se dire qu'on va facturer à la compétence.
Voilà, plutôt qu'à l'heure de cours, par exemple, la logique, ce serait potentiellement de se dire qu'on facture à la compétence. Donc, la différence éventuelle, ce serait de se dire qu'effectivement, une compétence n'est pas forcément liée à un titre, mais est liée dans l'absolu. C'est-à-dire que si on prend l'exemple des langues, qui est l'exemple le plus simple, je peux très bien être en 5e année et être très peu avancé, débutant en anglais, comme je peux être en première année et déjà bilingue. Et donc, du coup, on voit que le niveau de la compétence n'est pas forcément corrélé au niveau du titre. Ouais. Voilà, donc l'exemple des langues est l'exemple le plus facile. Mais voilà ce que ça changerait en pratique, beaucoup de choses sur le terme de financement notamment. Donc, je ne sais pas si c'est une logique, je ne sais pas si Eric, vous avez plus d'informations là-dessus. C'est une logique dans laquelle on est censé entrer. Eric, Virginie ? Il me semble que cette logique que vous décrivez est un aboutissement à la logique de séparabilité des blocs, parce que c'est la première chose qu'on vous demande. C'est pourquoi faire une vision par bloc, c'est pour pouvoir les séparer, les vendre par appartement. Après, la question qui vient, c'est est-ce qu'on va jusqu'à l'élément, puisque comme l'a signalé Virginie, je crois, c'est en gros 4 blocs et 20 compétences, c'est-à-dire 5 compétences dites élémentaires par bloc. Est-ce qu'on va devoir aller jusqu'à... Je n'ai pas entendu de volonté du régulateur à aller dans cette voie, mais en revanche, la séparabilité par bloc, elle est acquise. Virginie, je vous laisse aussi prendre la parole sur ce sujet. Ce que j'aurais envie de dire par rapport à ce que Charlotte et Eric ont déjà signalé, c'est que effectivement l'approche par bloc de compétences et la notion de financement autour de tout ça, je pense que le régulateur a envie que ça avance. Il met une petite épée de Damoclès autour du financement, parce qu'en ce moment, les financements, c'est quand même quelque chose de très important dans la formation professionnelle. Je pense que personne ne dira le contraire. Donc, le régulateur s'en mêle sous l'angle du financement. Je pense que le régulateur, il veut la même chose que l'Europe, que les organismes d'accréditation. Il veut que ça avance. Que ça avance dans le sens, et ça prendra certainement du temps, et je pense que le régulateur soulignera les efforts qui sont faits pour aller dans cette direction plutôt que par la sanction. En tout cas, c'est ce qu'on observe et le sentiment qu'on a autour de tout ça. Moi, ce que j'aime bien aussi dans ce qui a été dit par Charlotte et Eric, c'est replacer aussi le sujet du côté de l'étudiant. Les écoles qu'on accompagne autour de ce sujet et qui mettent en place vraiment l'approche par compétences et un outil, puisque nous, on est là aussi pour aider la collaboration par des outillages digitaux, il y a un vrai enthousiasme de l'étudiant sur la formalisation des compétences. C'est-à-dire que finalement, l'étudiant, ce que nous disent les écoles qui travaillent sur ces sujets-là, l'étudiant fait un bond dans sa maturité et dans sa façon de voir le programme dans lequel il a choisi de s'inscrire. Tout à coup, les choses s'éclairent et il fait le lien entre ces différents cours, l'influence de l'un sur l'autre, la relation avec les stages, la relation avec les activités dites associatives, et tout ça forme un tout cohérent sur lequel il se voit. Il voit la façon dont il peut valoriser tout ça petit à petit. Et c'était vraiment le message de l'Europe au départ, hein, c'était la professionnalisation de l'étudiant. Et on a tous été étudiants, et peut-être que, moi, personnellement, je me dis que si cette approche avait existé quand j'ai fait mes études, j'aurais peut-être gagné du temps à comprendre ce pourquoi j'avais été formée. Et ça, c'est ce que j'entends de la part des étudiants, parce que quand on a lancé notre solution autour de cette approche-là, on a interrogé des étudiants et tous avaient la même réaction, c'était « Ah, je vais mettre des mots sur ce qu'on m'enseigne ». Voilà, donc cette vision de l'étudiant, je pense qu'elle est importante à ne pas oublier aussi. C'est important de positiver aussi tout ça. J'ai une question de James Smith qui nous demande dans quelle mesure le CPF est-il un agent de changement pour le secteur de l'action. Alors le CPF, en quoi ça a fait évoluer les choses? Qui répond? Eric? Ma vision de consultant, c'est que le CPF, il fait basculer les écoles du B2B vers le B2C. Je m'explique. Jusqu'à très longtemps, on allait voir des grands organismes ou des directions de formation au sein des entreprises pour pouvoir vendre de la formation continue, alors que maintenant, chacun devient maître et libre de dépenser son CPF. Et donc, il va falloir organiser une communication B2C, c'est-à-dire individuelle, se faire connaître par d'autres biais que dans la formule d'avant.
Pour moi, c'est ça le grand changement qu'induit le CPF, en tout cas pour les écoles. Après, ça induit plein d'autres choses, évidemment, pour la personne, pour les entreprises, ça. Mais pour les écoles, voilà, à mon avis, c'est un changement de paradigme complet. Charlotte, vous aussi, donc le CPF, je ne sais pas jusqu'à quel point le CPF peut être utilisé dans le groupe INSEC. C'est exactement, je suis complètement d'accord avec ce que dit Eric, c'est-à-dire qu'on voit qu'à la fois il y a formation initiale et formation continue qui ont tendance à se rejoindre, et le CPF aide aussi à faire rejoindre le B2C et le B2B, c'est-à-dire que le B2B devient du B2B2C en fait, c'est-à-dire que le client final, c'est plus complètement l'entreprise, c'est l'individu qui va aller demander après à son entreprise à utiliser son CPF et être abondé. Donc effectivement, ça change totalement la logique de marché bien au-delà des écoles. Hein. Donc après, dans le cas de l'INSEC, c'est comme tout le monde, hein, c'est-à-dire que l'idée, c'est de se dire, c'est ce que disait Eric tout à l'heure, on a des titres, on essaye de les mettre, on les met en blocs de compétences, on peut certifier les blocs, et donc ces blocs-là, c'est ce qu'a prévu le CPF, c'est un montant précis parce que ça correspond justement au montant d'un bloc au sein d'un titre. Hein. Donc tout ça a été pensé, et l'idée, c'est de se dire que chaque personne est capable chaque année, avec son CPF ou sur quelques années, à se créer, à payer, se faire payer un bloc de compétences. Et donc, du coup, toute institution qui passerait en bloc de compétences avec une logique de séparabilité pourrait vendre en CPF ou pas, avec des modes de financement X, Y, Z, ces blocs séparés, effectivement. C'est la logique dans laquelle on est tous, tout le marché est emmené. Oui, il y a aussi une grosse différence avec le CPF, c'est qu'on paye un montant de formation. Avant, on payait des heures, on payait un titre, on ne savait pas combien il valait. Là, maintenant, c'est clairement marqué. Quand vous faites l'éducation, vous savez combien ça va vous coûter. Exactement. C'est un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure en disant qu'on allait passer dans une logique potentiellement, c'est-à-dire que l'aboutissement absolu, pour répondre à la question tout à l'heure, l'aboutissement absolu, ce serait de payer à la compétence et non pas au nombre d'heures, puisqu'on peut imaginer assez facilement que certaines personnes passent 5 heures à acquérir une compétence, d'autres vont prendre 30 heures et que chacun a son rythme d'apprentissage. Donc la logique par compétence, c'est aussi intégrer de la personnalisation, un rythme d'apprentissage de chacun, et du coup d'avoir un CPF qui serait en compétences et non pas en heures, et donc pourrait aller aussi dans cette logique-là de personnalisation globale de l'apprentissage et du rythme de chacun pour acquérir des compétences. Oui, alors ça induit des concurrences importantes, et puis aussi le risque que certains disent, ben voilà, ma formation apporte tant de compétences, elle vaut 4 fois moins cher que la leur. Alors je sais qu'il y a aussi, on imagine aussi dans France Compétences qu'il y a une approche aussi type booking.com où on met des étoiles, enfin on va sortir en donnant une appréciation de sa formation. Enfin bon, je ne sais pas si on va rentrer sur le CPF à fond. Eric, ça c'est quelque chose que vous voyez là. Maintenant, comment entrer et faire des formations en CPF, c'est quelque chose d'important aujourd'hui pour les écoles? Moi, je n'ai pas cette vision-là. Il vaut mieux interroger les acteurs eux-mêmes. Ouais, d'accord, ok. Alors donc, Charlotte a déjà répondu là-dessus un petit peu. Elle nous a déjà donné son approche, une approche maintenant compétence et concurrence dans le cadre du CPF. Virginie, je veux bien revenir sur l'approche dont vous parliez avec les outils que vous apportez. Donc, beaucoup de gens vont travailler ensemble. Ça, c'est nouveau. C'est une interdisciplinarité qui est importante. Et ça fonctionne comment? Il faut faire des groupes de travail, il faut réunir tout le monde. Il y a une méthode? Nous, on observe que chaque école a son approche. La finalité, elle est la même. Hein, c'est autour de cette définition de bloc de compétences, comment arriver à segmenter ça par objectif d'apprentissage et par critères d'évaluation. Après, selon les écoles, on voit certaines fois l'école qui impose plus son approche compétence et son découpage par objectif d'apprentissage et laissant plus de liberté aux enseignants de fixer les critères par lesquels ils vont évaluer leurs étudiants et à quel moment, quels sont les moments d'évaluation. Dans d'autres écoles, on voit que l'établissement reste plus sur la définition générale de l'ensemble des compétences et laisse plus de liberté aux enseignants de définir leurs objectifs d'apprentissage et les critères et fixe des chemins par année pour faire évoluer le modèle. Et c'est ça qui est compliqué aussi, c'est comme rien n'est figé, rien n'est gravé, on voit que chaque année, il y a des évolutions dans la définition même des objectifs d'apprentissage et dans le suivi de l'étudiant au travers de ces objectifs. Donc, non, il y a vraiment
selon la façon dont fonctionne l'école, une organisation autour de cette approche-là. Par contre, ce qui est certain, c'est la définition, la notion même de groupe de travail autour de cette transformation-là et l'implication vraiment de toutes les strates de l'école. Et c'est ça finalement qui est très intéressant. On ne peut pas imaginer qu'il y ait une seule personne dans une école qui travaille sur la refonte de cette approche-là. Et donc, c'est justement là, je pense que chacun a besoin de donner son avis. Et comme le chemin est compliqué, tous les avis sont intéressants. Et c'est ce chemin-là qui est intéressant à observer, justement. Et c'est là où une approche par outil, elle aide à faire collaborer les parties, puisque là, on se trouve dans un nombre d'intervenants qui est assez conséquent dans l'école, même si on regarde un seul programme. On arrive au terme de ce débat. Je vais vous demander un peu un mot de la fin. Enfin, je pense que Virginie, vous l'avez un peu dit déjà, le mot de la fin, c'était vraiment très bien. Eric, Charlotte, pour conclure, avant qu'on fasse une nouvelle réunion sur ce sujet, parce que qui est assez passionnant et surtout qui est itératif, Eric, je vous laisse la parole. Oui, bah écoute, moi je trouve qu'on est entré dans une nouvelle ère où on s'intéresse beaucoup plus au savoir agir. Et je pense que c'est de nature à créer des externalités positives sur l'ensemble des parties prenantes. On l'a vu pour les élèves, pour le dialogue entreprise-école, dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui s'améliore parce qu'on adopte le même langage. Et puis pour aussi la communication vis-à-vis du marché, parce que la mise en mots pour l'élève de ce qu'il a connu, de ce qu'il a vécu en tant qu'apprenant, c'est une mise en mots qui est aussi utilisable pour profiler le produit sur un marché. Donc, je veux dire qu'il y a quand même, avec ces approches-là, des externalités positives multiples. Bon, on me demande d'arrêter. C'est ça le bruit. C'est ça le bruit. Charlotte, voilà, bah, merci. Voilà, on est à 12h45. Merci. Donc, on se retrouve dans 15 jours sur un nouveau débat. Et là, on va s'intéresser à une autre approche, qui est l'approche Digital Learning et expérience étudiante, avec Nicolas Glady, le directeur de Télécom Paris, et Alain Goudet, qui en est responsable à Neoma Business School. Voilà, merci à tous et à dans 15 jours. Merci. Merci. Au revoir, Charlotte. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Eric. Au revoir, Charlotte, Olivier. Au revoir. À bientôt. Au revoir tout le monde. Salut, Olivier. À tout à l'heure.